Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil de la faculté, du centre de recherche dont s'occupe Pascal Oudot, de l'accueil de Philippe Pedro. Et pour moi, c'est un plaisir d'avoir un plaisir de parler, voilà, je le dis franchement. Ça fait partie de mes défauts, disent mes enfants, et moi je crois quand même que c'est un peu une qualité aussi. Mais mes filles sont terribles pour ça. Et puis, pour moi, j'ai fait une carrière très classique de droit des contrats, puis après, petit à petit, un changement. Et ce changement, c'est le fait de me rendre compte que le droit est autant du côté des problèmes que du côté des solutions. Moi, je croyais, pendant longtemps, je croyais que le droit, c'était bien pour la société, quoi. Quand il y avait une loi, c'était pour le bien de la société. Et puis, ce qui est vrai, à condition, évidemment, d'oublier en même temps pourquoi il y a 820 millions de personnes qui meurent de faim dans le monde, pourquoi il y a des gens dans la rue, pourquoi. Et c'est le même droit qui fait que nous sommes là à pouvoir parler, à pouvoir réfléchir ensemble, à pouvoir avoir cette chance de lire, d'apprendre, de communiquer, d'échanger. Et c'est le même droit, parce qu'il n'y en a pas un deuxième à côté, c'est le même droit qui fait qu'il y a 820 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, qu'il y a des gens dehors, qu'il y a des catastrophes, le climat qui se dérègle, c'est le même droit. Et donc le droit, il est autant du côté des problèmes que des solutions. Et est-ce que ça veut dire que finalement, les transitions dont on parle, ça consiste à inventer un autre droit ou à ajouter une partie de droit qui ferait que les choses seraient moins négatives qu'elles le sont? Et à cette conviction qui m'est venue que le droit est du côté des problèmes comme du côté des solutions, s'est ajoutée une sorte là du coup d'idéologie peut-être, c'est peut-être ça mon côté militant, c'est que je suis toujours très très mal à l'aise du côté de la majorité. Je ne me sens bien qu'au côté des minorités. Voilà. C'est terrible pour faire une carrière universitaire, mais c'est terrible aussi dans la vie. Alors comme juriste, me mettre du côté des minorités tout en disant que le droit est du côté des problèmes, on ne se fait pas que des amis dans les universités. Et dans cette situation-là, si on veut que les choses changent, si on a l'ambition, comme j'ai, non pas de changer le monde, mais de faire quelque chose qui en tout cas soit une pierre possible pour que le monde change. Comment on doit penser ce changement qu'on appelle aujourd'hui une transition et comment on doit apprendre à faire du droit pour aller dans le sens de ce changement. Alors ça, ce que je vais vous dire, ce n'est pas le résultat de 70 ans de vie maintenant et puis 40 ans de carrière de juriste. Ce n'est pas ça. Ce que je vais vous dire, c'est là où j'en suis dans cette réflexion assez importante sur le droit et là où je vais. Voilà. C'est une tranche de cette réflexion. C'est la tranche actuelle, ce que je vais vous dire. Je ne l'ai encore jamais dit, pas écrit. Moi, c'est comme ça, mon tempérament, je pense en parlant. Et donc, j'ai besoin de parler pour penser. Et en vous parlant, vous me permettez de penser. Alors, évidemment, ça donne quelquefois des sinusoïdes. Il ne faut pas attendre un plan en deux parties et deux sous-parties.
même si j'en sais l'importance. Il ne faut pas attendre un plan en 2 parties et 2 sous-parties. S'il y a un plan, c'est déjà pas mal, mais ce n'est même pas certain. Au fond, si on veut prendre les choses par le début et si on veut parler des transitions dans cette ambiance du droit un peu particulière, je crois qu'il y a en réalité 3 sortes de transitions et 3 sortes de transitions qui ne se présentent pas de la même façon pour un juriste. C'est un peu le paysage, ça, dans lequel le droit va intervenir. La première sorte de transition, ce sont des transitions dans l'espace. Une haie, c'est une transition entre 2 lieux, une berge, une frontière, une lisière de forêt, un littoral. Ce sont des transitions dans l'espace qui se caractérisent par le fait que ces transitions sont à la fois des obstacles et des passages, et qu'il y a au moment du passage quelque chose de spécial. Au fond, pas forcément en droit, justement. Une haie entre 2 champs, c'est un lieu de biodiversité qu'on ne retrouvera pas dans les champs. C'est un lieu qui les sépare. C'est en même temps un lieu dans lequel il y a des richesses particulières, c'est-à-dire entre un champ de maïs et un champ d'autre chose. Il y a une haie qu'on peut exploiter, il y a peut-être des fruits, il peut y avoir du bois à exploiter. Et le droit tient très peu compte de cela. Cette transition dans l'espace, pour le droit, elle est quasi inopérante. Le droit ne s'occupe que de la limite de propriété entre le terrain de gauche et le terrain de droite. Qu'il y ait une haie ou pas de haie, l'essentiel est, pour le juriste, pour le droit, qu'on sache qui est propriétaire de quoi, qui peut faire quoi ici et qui peut faire quoi là. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le Code civil, qui ne veut pas entendre parler des problèmes, dit s'il y a une haie, elle appartient aux 2. Voilà. Ce qui est une manière de dire débrouillez-vous. Ça, c'est les transitions dans l'espace. Ce sont des transitions auxquelles le juriste s'intéresse peu. Il y a aussi des transitions dans le temps. Les transitions dans le temps, ce sont pour l'essentiel des transitions humaines. La grossesse, l'adolescence, le départ d'un enfant qui va se retrouver, qui quitte sa famille pour devenir étudiant. Une personne qui change de sexe. Ce sont un couple qui se sépare. Il y a là, dans le temps, quelque chose qui se produit, qui est de l'ordre de la transition. Et là encore, le droit s'y intéresse assez peu. Il y a, pour le droit, des enfants et des adultes, des célibataires et des personnes en couple. Il y a des hommes ou des femmes, même si ça change un peu. Il y a des actifs et des retraités, mais le moment du passage, qui est un moment évidemment important, quand on se sépare, quand on devient adulte, etc., ce sont des moments que le droit, non pas oublie complètement, mais auxquels il ne s'intéresse pas franchement. Alors qu'on sait bien que l'adulte, c'est aussi l'enfant qu'il a été. Que quand on est veuf, ça ne se réduit pas à un célibat. Que quand on est un homme qui devient une femme, ce n'est pas simplement un homme qui devient une femme, c'est une femme qui a été un homme. Et donc, il y a ce que j'appelle, moi, une épaisseur, tant dans les transitions dans l'espace que dans les transitions dans le temps, une épaisseur à laquelle le droit s'intéresse assez peu. Et aujourd'hui, les transitions dont on parle
c'est une troisième sorte de transition, des transitions écologiques qui nous sont, entre guillemets, imposées, plus ou moins, par le climat, par la biodiversité, par les produits chimiques, la chimie de synthèse, par les accidents de santé, par les maladies, par etc. Et ces transitions-là, qu'on appellera par commodité transition écologique ou socio-écologique, comme on voudra, mais ce n'est pas déterminant, il suffit qu'on sache de quoi on parle, ces transitions-là, ce qu'elles interrogent pour nous, c'est le fait qu'elles ont lieu à la fois dans l'espace et dans le temps. À la fois dans l'espace et dans le temps. Et pour le juriste, c'est très troublant. Regardez dans l'actualité comment, quand il s'agit de, je ne sais pas quoi, faire des voitures électriques, faire du nucléaire ou ne plus en faire, il y a une espèce de pluie de dates. Ça, ce sera en 2025, en 2035, en 2050, en 2040. Alors, on va faire des choses à des années auxquelles personne ne croit. Mais il y a une dimension temporelle qui veut dire, peu importe que ce soit 2040 ou 2050, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire tout de suite. Il faut du temps pour le faire. Il y a une épaisseur de temps pour la transition socio-écologique qu'on ne sait pas maîtriser au point qu'on dit des dates un peu n'importe lesquelles. C'est simplement pour manifester ça. Et en même temps, quand on pense les transitions écologiques ou socio-écologiques pour le climat, la biodiversité et le reste, à la fois on se dit il faut arrêter de couper la forêt amazonienne parce que c'est le poumon du monde. Ce n'est pas chez moi, pas chez nous, mais il faut arrêter de couper la forêt amazonienne. Et en même temps, on se dit il faut réduire le chauffage chez soi. Il faut économiser, il faut manger moins de viande. Il faut faire attention à trier les déchets. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de mondial et quelque chose de tout à fait local dans l'univers de chacun, sur le territoire de chacun. Et là encore, ce qu'on voit, c'est une sorte d'épaisseur spatiale de la transition. Pour que la transition socio-écologique fonctionne, pour qu'elle ait des effets, il va falloir qu'on réfléchisse à la fois localement et mondialement, à la fois aujourd'hui et pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui qui aura un impact dans les générations futures? Qu'est-ce qu'on va faire à l'échelle mondiale qui va impacter ma vie quotidienne? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie quotidienne qui peut impacter la situation du monde? Et nous, juristes, notre discipline, c'est une discipline qui ne sait pas dépasser ses frontières, qui ne sait pas raisonner sur une pluralité d'espaces. C'est une discipline qui est associée à une nation et qui est associée à un territoire. Alors que là, si on veut réussir la transition, il faut qu'on dépasse ça. Mais comment fait-on du droit à la fois sur un territoire et qui produise des effets ailleurs, et du droit ailleurs qui produisent des effets aussi sur le territoire, à toutes les échelles de territoire, à l'échelle de mon appartement, à l'échelle de mon quartier, à l'échelle de ma commune, du département, de la région, du pays, de l'Europe et du monde. Tout ça en même temps. Faire quelque chose tout de suite, parce que c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions, c'est maintenant qu'il faut faire du droit, il faut adopter des lois, même si ce qu'on vise, c'est en 2050, en 2100, avant, après, etc. Parce qu'on sait que si on n'arrive pas à faire tout ça avec le droit, eh bien, on va avoir un climat qui explose, on va avoir une biodiversité qui disparaît, on va avoir un fossé qui s'accroît entre les pays riches et les pays pauvres, et au total, plus de
grand malheur que de petit bonheur. Donc c'est ça la difficulté de départ pour le juriste. Le juriste, on lui demande de penser des lois, on lui demande de penser des règles, et il a déjà du mal à penser des règles pour des transitions simples. Comment faire avec des transitions complexes? D'autant plus complexes que s'y ajoute une complexité de l'objet. Quand un enfant devient adulte, il passe par l'adolescence, c'est pas simple, c'est complexe en soi, mais l'adolescence, c'est l'adolescence. Si je me dis, il devient nécessaire de manger moins de viande, ça veut dire que ceux qui produisent de la viande doivent produire moins de viande. Mais ils ont des investissements qui sont calibrés pour ce qu'ils produisent. Et donc, est-ce qu'on va accepter, qu'est-ce qu'on va accepter pour modifier la façon de concevoir l'agriculture, alors que si on diminue ce qui est produit, on va aussi diminuer les exportations. Mais si on ne diminue pas ça, alors il faudra toujours que l'Argentine produise du soja génétiquement modifié pour nourrir les animaux chez nous. Et on tourne en rond parce que pour une seule transition, l'objet lui-même est complexe. L'objet de la transition, parce que l'objet de la transition s'entremêle et s'interdépendant avec d'autres objets. On ne change pas l'alimentation sans changer l'agriculture, on ne change pas l'agriculture sans changer la finance de l'agriculture, on ne change pas ça sans changer l'énergie de l'agriculture, on ne change pas ça sans voir quelque chose sur ce que devient la mondialisation. Quand on transporte des tonnes de maïs d'un bout du monde à l'autre, on ne peut pas maintenir des transports de tonnes de maïs d'un bout du monde à l'autre si on ne change pas quelque chose dans la production. Et si on change quelque chose dans la production, on va changer quelque chose dans notre alimentation. Comment faire pour réaliser une transition ou des transitions qu'on ne maîtrise pas dans l'espace, qu'on ne maîtrise pas dans le temps et qu'on ne maîtrise même pas dans l'objet. Et ce dont nous sommes sûrs, c'est que ça ne se fera pas tout seul, qu'il faudra du droit, et que ce droit, ce sera à nous qu'on demandera de l'écrire. Ça fait du travail pour les juristes. Alors voilà le paysage. Et il y a deux façons de prendre un problème quand j'étais professeur en activité, d'abord quand j'étais étudiant, enfin, je ne dis pas ça pour les enseignants qui sont là, mais quand j'étais étudiant, j'étais toujours frappé par le fait que quand l'un de nous ne comprenait pas quelque chose, il demandait à son professeur, et le professeur répétait l'explication qu'il avait donnée. Mais si on ne l'a pas comprise une première fois, il n'y a aucune chose qu'on la comprenne une deuxième fois. Et donc, avec quelques-uns, on s'est demandé comment il fallait qu'on fasse. Et on a fini, alors je pourrais vous en parler du point de vue philosophique, mais je le ferai simplement de manière très concrète, par comprendre que finalement, entre nous, entre vous, entre nous, entre tout le monde, grosso modo, il y a ceux qui sont à l'aise dans l'abstraction, pour qui les concepts, ce n'est pas un problème, qui sont forts en maths en général, parce que pour eux, A2 plus B2 plus 2AB, c'est le fin du fin, alors que pour d'autres, c'est A2 plus B2 plus 2AB, mais ils ne voient pas à quoi ça ressemble. Et qu'en revanche, comment fonctionne un vélo pour rester debout sur deux pneus épais comme ça, et donc ce qui relève, disons, plutôt des sciences naturelles, des sciences physiques, des sciences du concret, pour d'autres, ça parle, alors que les matheux,
ça leur est complètement indifférent de savoir que A2 plus B2 plus 2AB, c'est un vélo ou c'est pas un vélo. Ça, du point de vue des méthodes, c'est du concept au terrain ou du terrain au concept, c'est la méthode par déduction, la méthode par induction. Et j'ai beaucoup expérimenté ça dans mon activité de professeur, en faisant cours, de toujours dire les choses deux fois, une fois en partant du concept et en allant aux exemples, et une fois en partant des exemples pour remonter au concept. Pour que tous les étudiants, dont certains sont des déductifs et d'autres des inductifs, puissent comprendre, puissent accéder à cette compréhension. Et j'ai appliqué la même chose dans mon activité de recherche. Un problème, il faut le prendre par le haut, mais il faut aussi le prendre par le bas. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire. C'est des mots. C'est des beaux mots. Mais c'est des mots. Si je parle de sécurité alimentaire à quelqu'un qui est dans la rue et qui n'a pas de quoi manger, ou à ceux qui font la queue sur le trottoir devant la banque alimentaire de ceci ou de cela, peut-être ils trouveront très important que je réfléchisse à ça, mais ça ne va pas changer leur vie. Quand il y a un an et demi, je suis allé dans un petit village de l'Isère, au-dessus de Grenoble, et j'ai été invité pour faire une conférence dans un village de 500 habitants, en plein hiver. Il y avait 150 personnes à cette conférence. Et le lendemain, il m'avait demandé de rester pour faire des ateliers avec les habitants. Le lendemain, on était 50 dehors, parce qu'on fait les ateliers dehors. Hein. On réfléchit vite, hein, avant le café. Et ils avaient donc réussi à réouvrir leur petite école, parce que l'école avait disparu pendant des années, puis ils avaient réouvert leur petite école. Il y avait peut-être 20, 25 élèves, quelque chose comme ça, en tout dans l'école. Hein. Il n'y avait qu'une seule classe. Ils avaient une cantine avec une dame, là, qui venait faire la cuisine, dans une cuisine municipale, petite cuisine, et puis ils mangeaient là, dans la salle à manger, là. Dans cette commune de montagne, il y a un petit bus, je ne sais pas s'il est municipal ou cantonal, mais enfin, il y a un petit bus avec un chauffeur qui fait le ramassage scolaire le matin, parce que les grands cars qu'on voit dans nos régions, ça ne marche pas dans la montagne. Donc, c'est un petit bus qui fait le tour des hameaux, des maisons isolées, et puis qui amène les enfants à l'école le matin, qui les ramène le soir. Et dans cette cantine, ils avaient des producteurs qui leur permettaient à peu près de couvrir leurs besoins alimentaires. Pas complètement, mais... Et donc, ils mangeaient bio. C'était que des producteurs bio auxquels ils s'approvisionnaient. Ils mangeaient bio, ils mangeaient local, pour l'essentiel. Et le petit bus, à midi, il faisait le tour des maisons et des hameaux. Il faisait monter les personnes âgées seules dans leur maison de montagne, les amener à la cantine et manger avec avec les enfants. C'était sans prétention, ça coûtait 3 francs 6 sous cette affaire. Ça coûtait rien, le bus il servait à rien à midi, le chauffeur il servait à rien à midi. Et donc, voilà, il faisait ça. Et la mère du petit village me dit, mais bon, on ne fait pas grand-chose, mais voilà, on fait ça. Ils mangent bio, c'est plutôt bien pour la santé des enfants. Ils mangent local, c'est plutôt bien pour la santé de leur territoire, de leur environnement territorial.
ils font des échanges intergénérationnels où les personnes âgées, avant je disais les vieux, mais maintenant je dis les personnes âgées. 3 catégories, c'est vrai, on change, hein. C'est la transition aussi, ça, c'est une et une autre. Qui discutent avec les enfants, ce qui est bien pour tout le monde, parce qu'il y a plus de silence, ils échangent. C'est comme des grands-pères et des grands-mères qui racontent leurs histoires, tout ça. Bon. Santé humaine, santé de la nature, du territoire, et santé du lien social. Et quand on fait ça, alors je lui dis, ben, non seulement je crois que c'est beaucoup, mais je crois qu'on va même en tirer un concept que j'appelle le concept de la santé commune. Et je dis la santé commune, ça doit devenir une méthode. Quand on prend une décision politique, quelle qu'elle soit, disons en lien avec la nature, en lien avec les transitions socio-écologiques, si cette décision ne coche pas positivement la case de la santé humaine, d'une manière ou d'une autre, de la santé de la nature, d'une manière ou d'une autre, de la santé du lien social, d'une manière ou d'une autre, alors il ne faut pas la prendre. C'est vrai, j'aurais pu, un matin, me réveiller en disant « Cette nuit, j'ai pensé à un concept, on va appeler ça la santé commune, et puis après, on serait allé, on en aurait parlé savamment. » Non, je n'ai rien inventé du tout. Rien inventé du tout. Mais quand on part du terrain, quand on prend cette expérience, une autre, qu'on se rend compte d'ailleurs que pour la plupart, elles sont à la limite de la légalité, sinon illégales. Une commune ne peut pas s'approvisionner localement en décidant de s'approvisionner localement. Le localisme géographique est interdit par la loi française. Il est interdit par la loi française parce qu'il est interdit par la réglementation européenne sur les marchés publics. Et il est interdit par la réglementation européenne parce qu'il est interdit par l'Organisation mondiale du commerce. Organisation mondiale du commerce, qui est une organisation internationale indépendante de l'ONU, indépendante de l'ONU, ce qui veut dire que le corpus juridique de l'ONU ne s'applique pas à l'OMC et que le corpus juridique de l'OMC ne s'applique pas à l'ONU. Les droits de l'homme, c'est à l'ONU. La protection de l'environnement, c'est à l'ONU, c'est pas à l'OMC. Le commerce, c'est à l'OMC, c'est pas à l'ONU. Vous verrez jamais l'ONU parler négativement du commerce. Quand la FAO, qui est l'organisation de l'ONU qui traite de l'agriculture et de l'alimentation, quand la FAO parle du droit à l'alimentation, c'est-à-dire de nourrir ceux qui n'ont pas à manger, elle dit, cette organisation, elle dit, c'est le paragraphe 4 de la directive sur le droit à l'alimentation de la FAO, elle dit, le droit à l'alimentation est assuré par le commerce national, continental, mondial, et s'il y a des faiblesses qui relèvent, des faiblesses d'approvisionnement qui relèvent du fonctionnement du marché dans ce commerce, alors il est assuré par l'aide alimentaire. Pour l'ONU, la sécurité alimentaire, c'est le commerce plus la charité. Et c'est le commerce plus la charité, non pas parce qu'ils croient à cela, mais parce que la FAO, l'ONU, ne peut pas dire autre chose, ne peut rien dire du commerce. Elle ne peut pas dire, la FAO, la faim dans le monde, c'est la preuve de l'inadaptation de la loi du marché. Elle ne peut pas dire ça. Ce n'est pas sa compétence. Et l'OMC ne peut pas dire,
bon, c'est vrai, les règles disent ça, mais quand même, il meurt de faim, il faut qu'on fasse autrement. Non. Les droits de l'homme, ce n'est pas sa compétence. Et le résultat, c'est que la sécurité alimentaire dans le monde, elle n'est ni répartie complètement en termes de santé humaine, c'est-à-dire qu'on peut manquer de tout, manger n'importe quoi, être malade de ce qu'on mange, du moment que c'est le commerce, rien à dire. La sécurité alimentaire, peu importe ce que la production alimentaire qui permet la sécurité fait à l'environnement, peu importe, ce n'est pas le problème, et que les sociétés soient plus heureuses ou moins heureuses, ce n'est pas non plus le problème. Je parle de la même chose que quand je parle de la cantine à Châtel-en-Trièves, cette commune de 500 habitants. Mais, d'une manière, je regarde en bas ce qui se passe et j'essaie de voir ce que peuvent être des règles si j'écris en termes de droit ce qui se passe. Et de l'autre, je regarde les règles d'en haut et je vois ce qui se passe sur le terrain. J'essaie de croiser l'induction et la déduction pour essayer de voir comment, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il faut corriger, sur quoi il faut intervenir. Et il faut permettre, à mon avis, voilà, c'est pour le côté militant sans doute, permettre de multiplier partout où on peut les expériences de Châtel-en-Trièves, permettre à toutes les communes du monde de faire ça, et puis corriger quelque chose qui vient de là-haut et qui empêche la conjonction heureuse de ce qui vient d'en haut et de ce qui vient d'en bas. Pour moi, la transition, elle requiert que le droit se corrige d'en bas pour permettre de multiplier ces initiatives qui vont dans le sens de la transition, et il faut que le droit corrige d'en haut pour empêcher les freins, les obstacles, pour supprimer les obstacles qui empêchent de réaliser les transitions. Ce concept de santé commune, j'en parle pour Châtel-en-Trièves, mais je pourrais prendre des dizaines d'expériences en France, en Argentine, en Afrique. Quand on travaille internationalement, souvent, les juristes de droit international ne s'intéressent pas aux pratiques, au terrain. Ils s'intéressent à des choses importantes comme le droit international privé, la loi applicable, toutes ces choses, et puis le droit international public, les traités. Et il y a des expériences, des initiatives qui se multiplient sur le terrain et dont on voit qu'elles sont très proches d'un pays à l'autre. Ce que je vous dis de Châtel-en-Trièves, on peut le constater aussi dans certaines communes en Équateur, en Argentine. En Argentine, il y a une action en justice qui est spécifique aux pays hispanophones, à des degrés divers. C'est l'action qu'on appelle en amparo, A-M-P-A-R-O, amparo. L'amparo, c'est une action que n'importe qui peut intenter devant n'importe quel juge pour faire protéger
un droit constitutionnel qui est violé, quoi, qui est méconnu, à titre personnel. Et en Argentine, il y a eu par exemple des actions en amparo d'une, c'est un exemple que je prends, il y en a d'autres, hein, je prends cet exemple, une directrice d'école que je connais, qui a fait des analyses de sang. Elle est dans la Pampa, dans un village, dans la Pampa argentine, c'est-à-dire là où pousse le soja génétiquement modifié, qui pousse avec le Roundup épandu par avion au-dessus des maisons, au-dessus de tout. Elle a fait une analyse de sang dans laquelle on a relevé des substances chimiques qui sont cancérogènes. C'est normal, hein. Elle vit dans un environnement où c'est... Elle est allée voir un juge en disant « Le droit à un environnement sain est dans la Constitution. Je demande la protection de mon droit à un environnement sain. » Et le juge a pris comme décision, fait respecter le droit, d'empêcher l'épandage sur une certaine distance par rapport au lieu où se trouve la directrice de l'école. Et comme la directrice de l'école, elle est dans l'école qui, grosso modo, est au milieu du village, quand on fait ça, on protège le village. Et dans cette zone-là, libérée plus ou moins facilement, parce qu'après, il y a les mitraillettes, il y a tout ce qui fait que les décisions de justice ne sont que des mots sur du papier, dans un premier temps, parfois. Dans cet espace qui est libéré de l'épandage, alors certaines municipalités ont décidé de développer une agriculture agroécologique destinée à l'approvisionnement du village. Et pour multiplier le mouvement, ces municipalités ont créé un réseau des municipalités qui développent l'agroécologie pour nourrir la population du village, de la ville. Ce réseau, ça s'appelle le RENAMA, la RENAMA, la RED de je ne sais plus quoi, Municipios. Il y a un site, vous pouvez regarder le site de la RENAMA, R-E-N-A-M-A. Et donc, cette expérience-là, qu'est-ce que ça signifie si je ramène ça à la santé commune? Ben, oui, je trouve que pour la santé des personnes, c'est pas plus mal que le Roundup soit un peu à l'écart, surtout par comparaison avec la France, où les maires qui ont essayé de faire ça ont vu leur arrêté municipal annulé par le Conseil d'État. Parce qu'on leur a dit que cette décision ne relève pas de la compétence des maires, mais relève de la compétence de l'État. En Argentine, l'amparo a permis de le faire. Donc c'est bon pour la santé de la population qui reçoit moins sur la tête ces épandages. Tout l'environnement du village a une nature qui est en meilleur état que si elle était sous ces épandages. Et puis, du point de vue de la société, il y a quelque chose qui se crée, d'une agroécologie qui permet de nourrir la population pour une part essentielle via les écoles. C'est beaucoup par les écoles que ça passe. Et donc, je me dis, mais c'est très différent de Châtel-Entrière, mais je peux aussi parler de la santé commune en parlant de ça. Et si je peux trouver en Afrique, au Canada, d'autres initiatives qui ressemblent en rien à ça, d'autres, mais dont je peux parler en utilisant la même chose, alors je me dis que peut-être on peut monter en généralité et avoir un concept. Après, ce qu'on fait du concept, comment on fait du droit avec le concept, c'est une autre étape. Ça, c'est la méthode de l'induction. Ça suppose de faire confiance à l'intelligence des pratiques et à bien identifier dans les pratiques ce qui est légal et ce qui est illégal. Parce que, et là, le rôle du juriste devient important,
Si ça n'est pas possible, si le droit l'empêche, c'est que le droit est du côté des problèmes. Et si le droit le permet, alors le droit sera du côté des solutions. Donc notre transition socio-écologique, ça devient une transition d'un droit qu'on peut estimer qui ne va pas dans le sens de la transition vers un droit qui va dans le sens de la transition. Mais quand on raisonne comme ça, on est malgré tout confronté à quelque chose d'encore plus fort qui empêche à peu près toute transition, qui empêche les COP successives d'avoir des effets majeurs, c'est la prééminence de la loi du marché. Je me souviens quand dans les premières années où j'ai commencé à développer ces questions sur la sécurité alimentaire, disons à temps plein, quoi, enfin fortement, c'était au moment des négociations de Copenhague. Il y avait à Copenhague une négociation de COP avec le GIEC, et il y avait à peu près en même temps une négociation de l'OMC à Genève, et il y avait une négociation de la FAO à Rome. Et vous pourrez remarquer, année après année, ces trois négociations internationales se déroulent en même temps. Ils ont, dans un pas de 3 mois, entre septembre et décembre, il y a 3 négociations internationales, une sur le commerce des produits agricoles, c'est l'OMC, une sur le climat, c'est la COP, bien connue, et une sur la sécurité alimentaire à la FAO. Celle de la FAO, c'est presque toujours à Rome, celle de l'OMC, ça change, et la COP, ben, ça change aussi. Et qu'est-ce qu'on observe à la COP? Regardez l'accord de Paris 2015 ou celui de Sharm el-Sheikh en 2022. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on dit du commerce? Rien. Qu'est-ce qu'on dit de la sécurité alimentaire? Rien. Pourquoi? Parce que le commerce, c'est l'OMC, et la sécurité alimentaire, c'est la FAO. Quand on regarde la FAO, les objectifs du développement durable, qu'est-ce que la FAO dit du commerce? Elle dit, on verra ça à Genève, c'est l'OMC. Du climat, on verra ça à la COP de ceci ou de cela, c'est le GIEC. 3 négociations internationales qui ne se parlent pas. J'avais, moi, en 2010, juste après ça, j'avais écrit au président de la République. Je lui avais dit, ben, c'est pas difficile. Enfin, c'est pas difficile, si, mais... Et on a 3 négociations internationales qui sont indissociables. C'est-à-dire parler du climat sans s'occuper de la sécurité alimentaire, ça ne sert à rien. Les pays en développement diront toujours, ben nous déjà on n'a pas de quoi manger, on ne va pas en plus. Et les pays riches disent, ben oui, mais nous on ne veut pas non plus risquer de manquer. Donc, parler de la sécurité alimentaire à Rome, sans parler du climat ou sans parler de l'OMC, ça ne sert à rien. Parler de la sécurité alimentaire, de la faim dans le monde, alors qu'on développe la loi du marché à Genève, ça ne sert à rien. De toute façon, la loi du marché, ça fait qu'il y a 820 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Enfin, si la loi du marché permettait de régler la famine, on le saurait depuis 1948. Ce dont on est absolument sûr, c'est que ce n'est pas la loi du marché qui va régler le problème de la famine. Ce dont on est absolument sûr, c'est que ce n'est pas la loi du marché qui va régler le problème du climat. Et donc, il disait, il faudrait au moins organiser publiquement une rencontre entre les 3 responsables de des 3 négociations internationales et leur demander de poser les problèmes, les ordres du jour ensemble. C'est pas compliqué. Et quand, ayant eu l'occasion de rencontrer quelqu'un de l'entourage, me disait, mais ça se fait, parce qu'ils se rencontrent dans les hôtels.
Je dis, mais moi, je demande, c'est très bien qu'ils se rencontrent dans les hôtels, c'est mieux que rien, mais une réunion publique où on pourrait mettre ensemble les termes. Parce que la démocratie, quand on croit vraiment à la démocratie, qu'est-ce que c'est? La démocratie, ce n'est pas de se mettre d'accord sur des réponses. On sait bien qu'il y a des désaccords. C'est pour ça qu'on a des procédures pour faire des choix. Mais il faut au moins se mettre d'accord sur les questions. Et poser de la même façon les questions, parce que si on ne se met pas d'accord sur les questions, alors il n'y a même plus de discussion. Et donc, quand on parle de ces trois négociations, la sécurité alimentaire, le GIEC, le commerce, de quoi on parle? On parle en réalité, pour la sécurité alimentaire, de ce qui est vital pour la personne, de la santé de la personne, de sa vie même. Avec le GIEC, on parle de la santé de l'environnement. Et avec la circulation des produits agricoles, on parle de la construction d'une société qui permet plus ou moins à tout le monde de vivre et de se développer. On n'est pas très loin de la santé commune. Le travail du juriste, ce n'est pas tellement de penser ça, c'est de dire, et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a mis des mots, qu'on les rattache à la fois à ce qui est en haut et à ce qui est en bas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans mes travaux de recherche sur ces sujets, sur la question des transitions, l'idée qui est devenue l'idée forte, l'idée de base, c'est que la principale transition, c'est une transition qui consiste à passer d'une loi d'ajustement des offres et des demandes à une loi d'ajustement des ressources et des besoins. Passer d'une loi d'ajustement des offres et des demandes, qui est la loi dominante, à une loi d'ajustement des ressources et des besoins qui peut s'autoriser de travaux, il y a des économistes qui ont travaillé, notamment Karl Polanyi, des économistes qui ont travaillé sur cette manière d'agencer les ressources et les besoins. Et finalement, si on arrivait à écrire quelque chose en droit qui permet d'ajuster les ressources naturelles et les besoins vitaux qu'on tire de la nature, alors peut-être on pourrait avancer. C'est pourquoi je travaille, moi, principalement sur l'agriculture et l'alimentation. Pas tellement parce que je trouve l'alimentation plus intéressante qu'autre chose, mais parce que par l'alimentation, qui est un besoin vital, si on ne mange pas, on meurt, qui est un besoin vital pour lequel on a besoin des ressources naturelles que par ailleurs on saccage, et besoins qu'on ne satisfait pas. Il y a 800 millions de personnes qui meurent de faim, et il y a des ressources naturelles qui se disloquent. On n'arrive pas à faire ça, parce qu'on croit que pour ajuster des ressources et des besoins, il faut ajuster des offres et des demandes. Et ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va arrêter de commercer, on va arrêter d'utiliser la loi du marché. Mais comment penser un système où on puisse ajuster ses ressources et ses besoins sans pour autant être soumis à un diktat de prix avec l'offre et la demande? Eh bien, l'une des possibilités de raisonner, c'est par analogie avec la culture.
Qu'est-ce qui fait que, en France, on a d'abord un prix du livre le même partout? Ça, ce n'est pas l'offre et la demande, hein, parce que si c'était l'offre et la demande, il y aurait un prix à 40 €, un autre à 15 €. Et les petites librairies disparaîtraient. Qu'est-ce qui fait que dans les cinémas, il y a au moins la moitié de films français? C'est parce qu'il y a une règle qui impose à tous les gérants de cinéma d'avoir la moitié des films français. Non seulement ça, mais on leur impose de financer la production française de films. Qu'est-ce qui fait qu'à la télévision, il y a toujours au moins des sous-titres en français? C'est parce que, en 1947-48, à l'OMC, quand on a créé, ce n'était pas l'OMC à l'époque, c'était le GATT, mais qui est devenu l'OMC, en 94-95, en 1947-48, on a posé ce qu'on appelle l'exception culturelle. Elle a été intégrée dans les textes du droit du commerce international, de telle sorte que on a admis que les biens culturels nécessaires à la vie de l'esprit, que l'accès à la culture nécessaire à la dignité et à la liberté individuelle ne devait pas relever exclusivement de la loi du marché. Ça n'exclut pas la loi du marché. On paie toujours une place au cinéma, et si on va dans un grand cinéma, on paiera sans doute un peu plus cher que si on va dans un petit cinéma de village. Ça n'exclut pas que par l'effet de produits d'appel, de marketing, de ceci et de cela, certains iront plutôt acheter des livres dans la grande surface plutôt qu'à la librairie. Ça n'exclut pas ça. Mais les produits culturels ne sont pas des marchandises comme les autres. Ce qu'on peut dire, c'est que si il y a une exception culturelle parce que les biens culturels sont nécessaires à la vie de l'esprit, on pourrait peut-être aussi penser une exception agroalimentaire, parce que les biens agroalimentaires sont nécessaires à la vie du corps. Alors, penser ce qu'on appelle l'exception agroalimentaire, ce que j'appelle, ou qu'on appelle l'exception agricole et alimentaire, sur le modèle de l'exception culturelle, c'est se demander comment on peut faire un pas de côté par rapport au jeu pur de l'offre et de la demande pour intégrer à la fois les ressources naturelles et le besoin alimentaire, comme on intègre les ressources culturelles et le besoin d'accès à la culture. Et il y a plusieurs façons de travailler à ça. Ça peut se faire par le haut et ça peut se faire par le bas. Par le haut, je le fais dans ce livre-là, par exemple. Dans ce livre, à la fin de ce livre, bon, c'est un exercice de style, mais à la fin de ce livre, je prends la convention de l'UNESCO sur la protection de la diversité culturelle, colonne de gauche, et colonne de droite, je remplace culture par agriculture, produits culturels par alimentation, en me disant si on le fait pour la culture, on doit pouvoir faire pour le... Qu'est-ce que ça donne? Mais si l'unanimité des pays a voté pour la colonne de gauche, il faudrait qu'elle explique pourquoi cette unanimité n'est pas possible dans la colonne de droite, sauf à considérer que se nourrir, c'est moins important que d'aller au cinéma. Alors que si on y va en étant mort de faim, on n'est pas avancé. On peut prendre le problème par le haut et voir comme ça. Alors ce que ça donne, bon, c'est un exercice de style, encore une fois, c'est contestable. Évidemment, comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas parce que c'est ceci que c'est transposable, je suis tout à fait d'accord. C'est simplement pour obliger à faire l'exercice. Si on pense une exception culturelle, comment on peut penser une exception agroalimentaire? Cette exception agroalimentaire, elle a existé dans l'histoire. Elle a existé en même temps que le GATT.
En 1946, 47, 48, la communauté internationale a négocié un texte qui s'appelle la Charte de la Havane, qui a été signé en mars 1948. Charte de la Havane, dans laquelle il y a un chapitre qui est réservé sur le commerce international, dans laquelle il y a un chapitre qui est consacré au commerce international des produits de la nature, qu'on appelle les produits de base, produits de l'agriculture, de la forêt, de la pêche et du sous-sol. Donc, de l'énergie aussi. Et ce chapitre organise un système de commerce international qui est partiellement démarchandisé, c'est-à-dire que c'est un système qui permet de s'affranchir de la loi du marché. Donc il y a la Charte de la Havane, il y a les règles de marché ordinaires, le droit des affaires, en gros, on dira, et puis ce chapitre qui est le chapitre 6 de la Charte réservé aux produits de base. Et en 1947-48, les États-Unis, qui se disent on sort de la guerre, on ne peut pas attendre des années avant que tous les parlements aient ratifié, parce que les pays ont signé la Charte de la Havane, mais il faut après que ce soit ratifié par les parlements. On ne peut pas attendre, donc on va tout de suite mettre en œuvre une partie de la Charte de la Havane, mais de manière volontaire, sans cadre international, en dehors de l'ONU qui venait d'être créée, simplement avec les pays qui veulent bien. Cette application partielle de la Charte, d'un chapitre, pour l'essentiel de la Charte, chapitre 4, ça s'appelle le GATT. C'était provisoire dans les textes, d'ailleurs, il disait c'est provisoire en attendant la ratification de la Charte de la Havane. Et puis Roosevelt étant décédé, le président Truman qui a pris ça en place avec des élections à mi-mandat, comme c'est la tradition aux États-Unis, et à mi-mandat, le président Truman, qui était démocrate, perd la majorité, et la majorité passe aux républicains qui, eux, disent, bon, nous, le commerce c'est le commerce, le GATT, ça nous va bien, le reste, on n'a pas besoin. Donc, ils refusent de ratifier la Charte de la Havane. Et les autres pays qui ont négocié la Charte et qui l'ont signée disent, si les Américains ne ratifient pas, ça ne sert à rien qu'on ratifie. Et donc, personne ne l'a ratifié, à peu près. Il y a un pays, mais peu importe, le Libéria, qui l'a ratifié. Mais les pays ne l'ont pas ratifié. Et donc, le GATT est resté le GATT. D'abord, comme ça, indépendamment de l'ONU, et puis dans les années 90, quand le monde entier a voulu structurer la mondialisation, on a voulu passer du GATT à l'Organisation mondiale du commerce, et là la question a été posée, est-ce qu'on fait une OMC dans l'ONU ou en dehors de l'ONU? Et là tout le monde a dit, on est bien en dehors de l'ONU depuis les années 40, on peut y rester, et ça a été l'Organisation mondiale du commerce, mise en œuvre au 1er janvier 1995. Mais quand on regarde les textes de l'OMC, vous verrez qu'au début des textes de l'OMC, il y a le rappel de la Charte de la Havane, qu'on a oublié. Il y avait dans cette Charte de la Havane une exception agricole et alimentaire, comme il y avait une exception culturelle. Mais l'exception culturelle, elle était dans le chapitre 4, donc elle est passée dans le GATT. Et l'exception agroalimentaire était dans le chapitre 6, elle n'est pas passée dans le GATT. Cette exception alimentaire, agricole et alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est précisément dans le chapitre 6. Chapitre 6 disait, pour les produits de base, le commerce doit satisfaire 4 objectifs. Développement économique de tous les pays par un accès libre aux ressources naturelles, plein emploi, il faut que le commerce aille dans le sens du plein emploi, préservation des ressources naturelles, en 1947, préservation des ressources naturelles, et 4e objectif, empêcher toute forme de pénurie alimentaire.
c'est-à-dire permettre à tout le monde d'accéder à une alimentation suffisante. Si quelqu'un se trouvait dans la situation d'insécurité alimentaire, il pouvait déroger. Si quelqu'un voyait ses ressources naturelles attentées, si on attentait à ces ressources naturelles par une surexploitation, il pouvait déroger. Par exemple, interdire une importation, réglementer un prix, etc. Faire des choses que la loi du marché ne permet pas. Et donc, passer de la loi d'ajustement des offres et des demandes à la loi d'ajustement des ressources et des besoins, ça peut être par l'effet d'une telle exception. Par exemple, dans la région de Rennes, mais je pourrais prendre des exemples à Marseille, à Nîmes, à Bordeaux, beaucoup d'exemples. Dans la région de Rennes, ils ont un système à l'échelle du bassin versant, c'est-à-dire de toute la zone de captage de l'eau de pluie à partir de laquelle, sur cette zone, on fait l'eau potable. Ça recouvre 56 communes, dont Rennes, 56 communes. Et le syndicat de l'eau a décidé de faire... Alors, le syndicat de l'eau, quand ils ont lancé le projet, avec mon petit groupe, on était à côté, quoi, on les accompagnait, puis après, ils ont avancé, ils m'ont demandé, voilà ce qu'on veut faire, est-ce que ça va? Je leur ai dit, non, ne le faites pas, parce que c'est illégal, vous allez avoir... Et ils l'ont fait quand même, ils ne m'ont pas écouté, ils ont bien fait. Et ils ont, au lieu de faire des appels d'offres dans les communes pour demander aux agriculteurs d'alimenter les cantines avec des produits de qualité, ils ont lancé un marché de prestations environnementales. Ils ont dit aux agriculteurs, ce qu'on cherche, c'est des agriculteurs qui acceptent de ne plus utiliser des molécules chimiques qui se fixent sur la molécule de l'eau. Parce que ça va permettre de rendre l'eau potable de manière beaucoup plus économe. Et en même temps, en un pas de 6-7 ans, de se libérer totalement des produits chimiques. Si les agriculteurs acceptent ça, il y a des contraintes, il y a une charte très précise, il y a des indicateurs, il y a 53 indicateurs, c'est très précis, très strict. Les agriculteurs qui acceptent ça, en contrepartie, ils ont des contrats garantis d'approvisionnement des cantines des 56 communes pour une durée de plusieurs années à des prix qu'ils fixent. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas le prix des marchandises, on négocie la marge du producteur. Le producteur donne son coût de revient et ce qu'on négocie, c'est de quelle marge il a besoin pour vivre confortablement, pour vivre normalement. Et c'est ça le prix. On n'est pas du tout dans une logique de marché. Et on est dans une logique locale pour une raison très simple, c'est que ne peuvent répondre à cet appel d'offres que les locaux, puisque ça ne concerne que ceux qui sont sur le bassin versant, forcément. Et quand on fait ça, on crée en réalité un système économique qui fait un pas de côté par rapport au marché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de négociation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus ici et là des offres et des demandes. Mais la question du prix est traitée autrement que par le rapport d'une offre et d'une demande. C'est typiquement une exception, ce que j'appelle une exception agricole et alimentaire. Et c'est quoi d'autre sinon que la considération, il y a la considération des ressources naturelles du bassin versant, il y a la considération des besoins alimentaires du territoire, de la santé économique des producteurs,
Et on est là dans une configuration qui est, je dirais, à mes yeux, plutôt positive. Mais vous voyez que pour y parvenir, ils font, alors je le dis entre nous, mais ils font l'équivalent d'une fraude à la loi. Ils appliquent une loi pour échapper à l'application d'une autre. De la même manière qu'à Châtel-en-Trièves, comment ils font pour avoir des produits locaux et pour court-circuiter les appels d'offres. Simplement, ils demandent aux producteurs de venir présenter ces produits à la cantine et ils demandent aux producteurs d'accepter que la classe aille voir aussi comment ça pousse. Et donc, évidemment, un grossiste, il ne peut pas répondre. Un producteur qui est à 50 km, il ne peut pas répondre. Et il n'y a que les locaux qui peuvent répondre. C'est-à-dire quand on associe une autre prestation à la prestation de fourniture de produits agricoles et alimentaires, on court-circuite le Code des marchés publics. L'exception agricole et alimentaire, ça consiste pour une part à dire il faut permettre de le faire sans avoir à se cacher, parce que c'est la solution. La solution, c'est possiblement d'avoir une action politique qui soit favorable à la santé humaine, à la santé de l'environnement et à la santé de la société en même temps. Et donc oui, il faut permettre de s'approvisionner localement, il faut permettre que ce soit gratuit pour les personnes âgées, même si elles auraient les moyens même si elles ne sont pas aux banques alimentaires, même si elles ont les moyens de s'acheter à manger, mais ce n'est pas ça. Bien sûr, c'est une inégalité, parce qu'il y en a qui payent, il y en a d'autres qui ne payent pas. Les enfants, les familles des enfants payent le prix du repas, les personnes âgées ne le payent pas. Mais il y a un apport social, un apport du lien social qui justifie ce nouvel équilibre entre ressources et besoins, plutôt que simplement entre offre et demande. Voilà une manière de procéder et à chaque fois prendre le problème par en haut, prendre le problème par en bas et essayer de voir comment on peut. Parce qu'au fond, il y a deux grandes voies pour réaliser une transition. On peut faire comme les COP, on réunit internationalement tous les pays du monde, on se met d'accord sur un texte, bon, puis avec plus ou moins d'efficacité. On sait ce qu'il en est des textes des COP. Mais on peut aussi promouvoir des actions de terrain en se disant, s'il y en a une, puis deux, puis 10, puis 100, puis 1000, ça va faire bouger les équilibres. Dans une des communes, la commune de Mons-Sartoux, à côté de Nice, c'est pas très loin d'ici. Je travaille avec eux depuis au moins 10 ans. J'y étais encore la semaine dernière. Ils ont un projet que je trouve intelligent, que j'ai vu fonctionner ailleurs. Ils ont une épicerie sociale et ils voudraient faire une épicerie sociale avec donc une épicerie alimentée. À Mons-Sartoux, ils n'avaient pas de maraîcher pour la cantine, donc la commune a acheté des terres, salarié un agriculteur, ils produisent. Ils ont d'abord produit sur 4 hectares, maintenant sur 8 hectares. Ils produisent, ils alimentent la cantine. La cantine, c'est 100% bio, 80% local. Et comme on produit aussi l'été, alors qu'il n'y a pas d'école et pas de cantine, ils ont créé un atelier de surgélation et ils surgèlent ce qu'ils produisent là pour l'hiver, pour la cantine. Et puis le surplus, ça va dans une épicerie sociale, ça va aussi à l'hôpital, etc. Ça va dans une épicerie sociale et ils voudraient, c'est l'un des points qu'on essaie de développer, voir comment on peut nourrir tout le monde sans discrimination. Aucun de nous ne souhaite avoir à faire la queue sur un trottoir pour aller chercher un panier au Resto du Cœur ou ailleurs. Aucun de nous. On peut être contraint de le faire, mais aucun de nous ne trouve ça, n'a envie de ça. Je pense qu'aucun de nous n'a envie d'être discriminé par ce côté-là. Et donc on cherche les moyens de ne pas faire cette discrimination. Alors il y a plein de moyens possibles pour ne pas faire cette discrimination. Ça veut dire quoi ne pas faire cette discrimination? Ça veut dire permettre
à une personne ou à toute personne de ne pas voir son approvisionnement contingenté par la loi de l'offre et de la demande, complété par la charité, mais de pouvoir voir ses besoins satisfaits par une gestion rationnelle des ressources du territoire. Quand je parle de ça, je parle bien toujours de la même transition, de la loi d'ajustement de l'offre et des demandes à la loi d'ajustement des ressources et des besoins. Alors comment faire? Il y a plusieurs moyens. L'un des moyens sur lesquels on travaille avec cette commune, c'est donc une épicerie, leur épicerie sociale, mais leur épicerie sociale qui aurait 3 prix. Alors l'épicerie sociale, c'est 100% bio. 3 prix. Un prix plus élevé que le marché, un prix du marché et un prix plus bas que le marché. Et puis chacun préciserait, chaque client préciserait lui-même quel prix il paye à la caisse. Et donc, ça, c'est leur projet. Donc, ceux qui acceptent de payer un peu plus, comme quelquefois chez moi, par exemple, ça n'existe pas, mais chez moi, on va à la boulangerie, on peut acheter une baguette de plus. Et le boulanger, il met une croix sur une ardoise, il rajoute une croix, et au lieu de payer une baguette quand je prends une baguette, je paie 2 baguettes et je n'en prends qu'une. La deuxième, c'est une croix, puis après, il va distribuer les baguettes en plus comme il veut. Quelquefois, on fait ça aussi pour le café. Mais là, l'idée, c'est de le faire pour l'approvisionnement que contient une épicerie, donc pour, vous voyez, toute une part de l'approvisionnement alimentaire des personnes. Et donc, quand on peut ou quand on veut, on paie un peu plus cher, quand on peut le prix, ou on peut payer moins cher. On peut être riche et payer moins cher, on peut tricher, hein, c'est toujours possible. Mais voilà, c'est ça l'idée. On essaie de voir. Alors ça, c'est à peu près illégal. Parce que quand il y a un prix, il y a un prix. Et l'État a pris soin, c'est terrible de voir ça, une charte nationale des épiceries sociales. Un arrêté ministériel, charte nationale des épiceries sociales, les épiceries sociales doivent pratiquer des prix au plus près du prix du marché. Mais personne n'oblige l'État à faire ça. Personne. Et donc, l'exception agricole et alimentaire, ça consiste à dire, mais il ne faut pas faire ça en se cachant. Il faut dire qu'on le fait. Et avoir le droit de dire qu'on le fait sans avoir à se cacher. L'exception, c'est toutes ces petites choses qu'on peut faire avec un peu d'imagination et de taquinerie du droit, si je puis dire. Des petites fraudes ici et là, pour faire ce qu'on trouve bien de faire, mais qu'on ne peut pas faire, il faudrait qu'on puisse le faire officiellement. C'est l'un des moyens. Un autre moyen qui pose des problèmes de droit aussi, que j'essaie de faire passer au ministère de l'Agriculture, bon, on verra, c'est de créer des tickets restaurants qui seraient financés par qui voudrait, le département, l'État qui voudrait, mais qui seraient exactement les mêmes que les tickets de restaurant des salariés. Parce que c'est une entreprise privée, ticket restaurant, c'est une entreprise privée, il y a un droit de propriété intellectuelle sur l'image, enfin sur vous voyez, Et si on pouvait plagier l'image, parce que quand, enfin, je ne sais pas pour vous, mais quand on va faire nos courses, quelqu'un paie avec un ticket restaurant, ça ne fait ni chaud ni froid. Il n'y a aucune personne ne s'est dit, ah bah tiens, ça c'est quelqu'un qui... Non, c'est quelqu'un qui a des tickets restaurants. Moi, j'en ai jamais eu, parce qu'à l'université, il y en a ici? Non, je sais pas. À l'université, on n'en a jamais eu, en tout cas chez moi, donc jamais eu, mais ça ne choque personne de voir quelqu'un qui paie avec des tickets restaurants. Simplement, il y a le droit de la propriété intellectuelle. Peut-être on pourrait, exception agricole et alimentaire, puisque les tickets restaurants c'est pour ça, on pourrait peut-être faire en sorte que, oui, pour ça on peut copier sans payer de droit, sans avoir de droit à payer d'imitation, etc.
Après, on verrait qui peut financer, dans quelle mesure. Enfin bon, après, on voit l'absence de discrimination. Mais il y a d'autres possibilités. Vous savez, le droit à l'alimentation, droit de l'homme, dont on parle de plus en plus, en fait, il n'existe pas. Il n'existe pas. D'abord, en France, il n'est pas reconnu. Aucun texte en France ne dit il y a le droit à l'alimentation. On dit il y a le droit au logement, mais le droit à l'alimentation, non. À l'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 25 de la Déclaration 48, article 11 du PIDESC, du Protocole international sur les droits économiques, sociaux et culturels, de 66, ils disent ceci. Tout individu a droit à un revenu susceptible de satisfaire ses besoins, notamment alimentation, logement, habillement, santé. Ce n'est pas un droit à l'alimentation, un droit au logement, un droit à la santé, c'est un droit à des moyens de vie aptes à lui permettre de satisfaire ses besoins et ceux de sa famille. On peut appeler ça le revenu universel, je le dis en catimini pour ne pas faire trop de politique, mais on peut appeler ça le revenu universel. C'est un moyen comme un autre d'avoir aussi un effet de non-discrimination. D'autres propositions sont faites. Il y a des expérimentations, pas très loin d'ici, aussi, sur un système de sécurité sociale de l'alimentation. Il y a aussi le projet de Thomas Paine que j'évoquais. Thomas Paine, le philosophe anglais, qui, lui, disait « Tout enfant qui naît doit pouvoir poser le pied quelque part sur la terre sans avoir à demander l'autorisation à quelqu'un. » C'est la moindre des choses. Sinon, ça veut dire quoi? De la définition même de la personne. Voyez. Et donc, il dit, chaque individu sur Terre a droit à une portion de la surface de la Terre. Si quelqu'un a plus, il paye. Si quelqu'un a moins, il est payé. Et donc, il a, dans son petit livre, qui s'appelle « Justice agraire », qui a été publié en 1797, « Justice agraire », qui a été publié en français en 1797, ça a été publié avant en anglais, mais il donne alors des formules mathématiques grandes comme ça pour dire voilà comment ça fait le calcul, etc. Mais si on y réfléchit, on peut dire la taxe foncière, ça pourrait servir à ça. La taxe foncière, la taxe que paient les propriétaires, pour être propriétaires, ben, si c'est plus grand que leur part, ils paient plus, et si c'est plus petit que leur part, ils paient moins ou pas du tout, et ils sont compensés, puisque chacun aura ainsi le même droit théorique à une portion de la terre sur laquelle il est né. On peut argumenter, ce n'est pas complètement farfelu de dire ça, même si ça peut apparaître à des milliers de kilomètres des pratiques du moment. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si on fait quelque chose comme ça veut dire que au lieu que la terre soit simplement une marchandise qu'on achète et qu'on vend, ceux qui ont de l'argent peuvent en acheter, ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas en acheter, bien ça veut dire que chaque individu a droit à une portion des ressources naturelles de la terre comme garantie de ses besoins vitaux. Et cet ajustement, donc, c'est le droit qui doit le penser. Le moyen de réaliser cet ajustement, c'est au droit de le penser. Plutôt que le droit laisse le soin à l'économie de dire comment la société doit être organisée en ajustant des offres et des demandes. Actuellement, le droit, il vise à permettre le fonctionnement de la loi d'ajustement de l'offre et de la demande. Il s'agit de penser le droit pour qu'il permette
un ajustement des ressources et des besoins, et tout particulièrement des ressources naturelles et des besoins fondamentaux de la personne. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Pourquoi? Quelle est la légitimité de cette transition qui, pour moi, est majeure? Pourquoi? Ben, simplement parce que la loi d'ajustement des ressources et des besoins, c'est tout simplement la loi de la vie. Un coquelicot, il a des ressources et des besoins. Si ce n'est pas ajusté, il meurt. Un arbre, il a des ressources et des besoins. Si ce n'est pas ajusté, il meurt. Une belette, elle a un territoire avec des ressources et des besoins. Et un petit lapin aussi. Et donc, la loi d'ajustement des ressources et des besoins, c'est la loi du coquelicot, de l'érable, de la belette et du petit lapin. Et c'est la nôtre. Parce que si on ne mange pas, on meurt. Et que être un être humain, c'est d'abord avoir le droit que les conditions de vie soient réunies. On a cru, on a pensé pendant des décennies que la loi du marché le permettait. On se rend compte que non. Ça ne veut pas dire qu'elle est inutile. Ça veut dire que si on veut que les choses soient autres, pour le rééquilibrage, pauvreté, richesse, climat, biodiversité, énergie, etc., ben ça veut dire qu'il faut changer la règle et que le droit passe du côté du problème vers le côté de la solution. C'est pourquoi la transition écologique ou socio-écologique, c'est une transition de cette loi numéro 1 à cette loi numéro 2, et toutes les négociations internationales sont nécessaires, mais ce dont on a besoin avant tout, c'est qu'elles aient lieu en droit. Je vous remercie. Je te savais passeur de frontières, catalyseur, mais je ne te savais pas si innovant, imaginatif et même révolutionnaire. Parce que tu as une sacrée audace à proposer des pistes de recherche. J'espère qu'il y a des questions. Il y a un spécialiste des droits animaux ici qui vient de faire soutenir une thèse. Il y a sûrement des questions sur ce que tu viens de dire. Finalement, la vertu des juristes, c'est pas seulement la liberté, c'est aussi l'imagination, croyez-vous pas? Alors, à vous la parole pour instaurer un dialogue. Ah, merci. Sur c'est-à-dire à 100% sur la loi d'ajustement des ressources et des besoins, ce droit qui consacrerait ce travail sur cet équilibre en partant des besoins de population, de nature, comme vous l'avez indiqué. Je pense qu'on pourrait rajouter, et les détracteurs de cette approche pourraient indiquer qu'à ce moment-là, pourquoi pas le droit à l'énergie, pourquoi pas le droit à l'eau, à des tas de ressources dont on aurait du mal peut-être à délimiter les frontières. Donc ça pourrait être un peu, j'excuse, peut-être un contre-argument, quelque chose de limitant par rapport à une telle évolution. En tout cas, il y aurait des frontières à bien dresser sur les besoins strictement vitaux. C'est vrai, alors la manière de raisonner que j'ai finalement adoptée, elle est assez simple. Alors je ne dis pas qu'elle est efficace ou sans contestation, mais elle est assez simple. Il y a des besoins fondamentaux qui sont garantis par des droits eux-mêmes fondamentaux, des droits de l'homme. Parmi ces besoins fondamentaux, il y en a qui requièrent des ressources naturelles, l'exploitation, l'utilisation de ressources. D'autres, moins ou pas du tout. Donc, quelquefois, ils ont besoin de beaucoup, quelquefois, pas de beaucoup. Pour moi, la délimitation, elle est faite par le texte sur les droits de l'homme, qui est un texte universel, que pour l'instant, on ne souhaite pas remettre en cause, même s'il n'est pas aussi bien appliqué qu'on le souhaiterait. Le texte des droits de l'homme, il dit « chaque individu a droit à ci, à ça, pour être un individu », ce qui est un bon objectif.
Et pour avoir ça, de quelles ressources naturelles on a besoin? Et quand on a fait cette comparaison, on sait, on peut délimiter un peu les ressources naturelles dont on a besoin, et on peut délimiter les besoins dits fondamentaux, puisque ce sont ceux qui sont garantis par les droits fondamentaux. Parce que quand on prend l'exemple de la France, par exemple, la France, raisonnons sur les besoins fondamentaux incontestables, disons l'alimentation, le logement, la santé, l'éducation même. Qu'est-ce qu'on voit? Le logement, on a des logements privés, un secteur privé, un secteur social. Il y a sûrement ici des étudiants qui sont logés au Crous ou dans des conditions comme ça. Ce n'est pas le prix de marché. C'est-à-dire, si on appliquait le prix au mètre carré du marché, au Crous, ce n'est pas le même prix qu'il faudrait payer. Mais il y a un secteur privé, il y en a sûrement parmi vous qui payent le prix de marché, parce qu'ils ont un appartement ailleurs. Il y a les deux secteurs, il y a le secteur privé et le secteur social. La santé, j'ai la sécurité sociale, comme la plupart d'entre nous, même tous, mais c'est vrai que je peux aller dans une clinique privée, je paierai plus cher, je paierai pour une chambre indépendante, pour ceci ou pour cela, je peux payer moi-même des soins en plus de ceux qu'on me... Ou bien, il y a le secteur public, il y a le secteur privé. Il y a des écoles publiques et des écoles privées. Dans les écoles publiques, c'est gratuit, à peu près. Dans les écoles privées, on paye. Mais il y a les deux secteurs. Et la loi du marché ne fait pas la loi dans tout le secteur du logement, de la santé, de l'éducation. Pourquoi? À mon avis, pourquoi? Parce que le logement, la santé, l'éducation, ça n'est pas délocalisable. Je ne vais pas habiter en Chine, je ne vais pas aller à l'hôpital à New York et je ne vais pas mettre mes enfants à l'école à Londres. Enfin, je veux dire, en dehors de Erasmus, peut-être les très riches qui font ça, mais bon, on parle disons, les personnes ordinaires, elles attendent d'avoir une école pas trop loin de chez elles, un hôpital ou un médecin pas loin, et puis un logement dans l'espace de vie. Alors que l'alimentation, elle peut venir du monde entier. Les carottes peuvent venir du monde entier. Les tomates peuvent venir du monde entier. C'est-à-dire que quand on prend des tomates d'Andalousie pour les envoyer en Chine, elles sont réduites en poudre, elles vont ensuite aux Pays-Bas où elles sont transformées en ketchup et ça devient le ketchup chez nous. Elles ont fait un circuit. On va dire que si on faisait ça pour nos logements, on passerait notre temps dans les avions. Et donc, le malheur de l'alimentation, de ce besoin fondamental, c'est d'être délocalisable. L'alimentation et l'agriculture sont délocalisables. Un agriculteur aujourd'hui, il peut faire pousser des ananas sous une serre chauffée, etc. Bon, on peut faire tout ce qu'on veut. On fait même des coupes du monde dans les pays chauds et bientôt des compétitions de ski. Donc, tout est possible. Il suffit d'avoir l'argent pour ça et puis la technologie pour ça. C'est délocalisable. Alors que le logement, la santé, l'éducation ne le sont pas. Mais ce sont des besoins qui sont aussi fondamentaux, pour le moins. Et si, en France, on peut avoir un service public du logement, un service public de la santé, un service public de l'éducation, on devrait pouvoir avoir un service public de l'alimentation. Donc, on peut avoir des services publics d'autres choses, et dans d'autres pays, moins. Pour nous, il me semble que la moindre des choses qu'on puisse attendre de nous, c'est qu'on respecte les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, ils disent chacun a droit à ceci et à cela. Ben voilà, ça correspond à des besoins. L'objet, c'est un besoin jugé fondamental, sinon ce ne serait pas dans les droits de l'homme. Et si on a besoin de ressources naturelles pour ce besoin, mais il faut les mettre à disposition. Voilà. Donc c'est une manière comme une autre d'argumenter. Voilà. En m'appuyant sur un critère juridique, qui est le critère des droits de l'homme. Et c'est contestable. Hein, mais... Oui. Bonjour. J'aimerais savoir pourquoi ce cloisonnement dont on veut parler local, non? Oui. Merci. Donc bonjour. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi ce cloisonnement dont vous avez parlé entre l'OMC, la COP et la FAO.
Et vous avez souligné la notion de pseudo-illégalité, de pseudo-déconnexion entre les, entre guillemets, hautes sphères et le terrain. Est-ce que vous y voyez un lien? Est-ce qu'il y a une volonté sous-jacente? Enfin, j'y crois. En tout cas, voilà, je ne vais pas exposer mon avis ou quelque chose que je pense, mais j'aimerais vous questionner entre pourquoi ce cloisonnement OMC, FAO et ECOM. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions comme ça où on peut répondre positivement et négativement. Quand on répond positivement, on peut dire c'est un produit de l'histoire, c'est parce que ceci, parce que cela, et on trouve 36 raisons de la manière dont le droit international s'est construit. Répondre négativement, c'est bon, puisque ça donne, ce cloisonnement donne l'effet que ça donne, c'est-à-dire en gros l'immobilisme plus ou moins, alors est-ce qu'il faudrait faire autrement? C'est-à-dire non pas pourquoi il y a ce cloisonnement, mais comment on fait tout de suite pour y mettre un terme, puisque c'est ce cloisonnement qui est l'une des causes du problème. Ça me frappe, moi, dans la... J'ai analysé de près le texte, je vous engage à lire ça, le texte de l'accord de Paris de 2015, la COP. Dedans, il y a 200 milliards pour les pays en développement. Bon, ils ne les ont jamais eus. Ils les ont jamais eus. Mais ce n'est pas 200 milliards pour le développement, c'est 200 milliards pour acheter la technologie dont ils ont besoin pour le développement. C'est-à-dire que c'est 200 milliards qu'on leur donne pour qu'ils nous achètent de la technologie. Ce n'est pas tout à fait l'aide au développement. Et ça, il n'y a rien qui l'impose. Ça, on pourrait s'en passer, si je puis dire. Puis dire, ils ont besoin de 200 milliards. Alors après, peut-être il faut mettre des conditions sur l'utilisation des 200 milliards. Mais si c'est 200 milliards pour qu'ils puissent acheter, et pas pour qu'ils puissent acheter à des conditions de ceci ou de cela, parce que ça, c'est l'OMC. Donc en fait, pour moi, la réponse à... Il y a sûrement, les mauvais esprits diront, comme vous, qu'il y a des sous-entendus dans ce qui se passe et qu'il y en a qui trouvent pas mal que les négociations soient distinguées. C'est les mauvais esprits comme vous et comme moi. Mais, indépendamment de ça, il me semble qu'il faut d'abord poser le constat que ce cloisonnement nous met dans l'immobilisme et que si on veut vraiment réaliser une transition, comme tout le monde le dit, bien, il faut au moins se donner les moyens de la faire. Est-ce que la jonction des trois négociations est l'un de ces moyens? On peut discuter, on peut discuter. Je ne dis pas oui, absolument, non, absolument, on peut discuter. Mais discutons-en. L'Ukraine, l'augmentation du prix de l'énergie, etc. Il y a sans doute d'autres questions, non? Oui? Merci, professeur. Je me présente, je suis Christ Moreno, je suis doctorant en droit public, je travaille sur les décisions administratives. Alors, je vais rebondir simplement sur la préoccupation de mon précédent, le collègue qui venait d'intervenir. Alors, vous aviez dit la chose suivante. L'ONU, l'OMS et la COP ne se parlent pas. Et alors, sur la question alimentaire, c'est quand même trois institutions qui, je dirais, qui tracent la politique en la matière. Et donc, ça, quand je l'ai entendu, je suis resté un peu stomaqué parce que je ne l'avais jamais imaginé comme ça. Et du coup, j'allais vous demander, quelle serait la solution, mais la solution envisageable pour qu'un dialogue, parce que visiblement, si un dialogue ne s'instaure pas, si je peux m'exprimer ainsi, si un dialogue ne s'instaure pas entre ces institutions, on n'y arrivera pas à cette démocratie alimentaire. Du coup, selon vous, quelle serait la solution pour qu'un dialogue s'instaure entre ces trois institutions? Ça, c'était ma première question, si vous le permettez. Est-ce que je vous laisse y répondre? Très bien, merci. Alors, entre autres, en 2013, vous aviez publié « Penser une démocratie alimentaire ». Et donc, entre 2013 et 2023, une décennie est passée déjà, disons-le comme ça. Et est-ce que vous pensez que
les contributions, puisque j'ai lu l'ouvrage, les contributions, les différentes contributions que vous apportez via cet ouvrage, est-ce que vous pensez que ces différentes contributions ont eu un écho favorable une décennie après? Et ça, c'était la deuxième question. Ma troisième question. Je vous remercie. J'attendais votre venue. D'abord, sur la première, comment on fait déjà, on fait en sorte qu'ils se parlent. Pour moi, la solution la plus simple, la plus directe, immédiate, de ligne, c'est l'OMC est une organisation interne de l'ONU. Voilà. Le problème est réglé, parce que si l'OMC est une organisation interne de l'ONU, comme les autres, comme le GIEC, la FAO et les autres, le corpus juridique de l'ONU devient le corpus juridique de l'OMC. Donc les droits de l'homme deviennent aussi le corpus juridique de l'OMC. Donc, et pourquoi il y a cette indépendance? C'est précisément cette indépendance, c'est parce que ceux qui ont pensé l'OMC, dont la France d'ailleurs, ne voulaient pas qu'on mêle les droits de l'homme avec le reste. Quand c'est pas non plus pour rien que la France n'a pas de texte sur le droit à l'alimentation, parce qu'elle ne veut pas avoir les mains liées par ces textes-là. On pourrait on a des grands discours sur la santé du monde, on pourrait commencer par balayer chez nous. Donc, pour moi, la solution la plus facile, juridiquement, c'est d'établir un lien autrement que celui qu'on établit pour les internationalistes qui sont là par le biais des principes généraux de la Convention de Vienne, où parfois on pense qu'on peut faire venir les droits de l'homme à l'OMC par le petit tuyau des principes généraux internationaux auxquels la Convention de Vienne fait référence. Mais ça ne se fait pas pratiquement, en pratique ça ne se fait pas. Donc ce lien entre les deux, juridiquement c'est facile à faire, politiquement c'est évidemment très difficile. Une autre solution c'est de les faire se parler, comme je le disais. C'est-à-dire, ça non plus, ça ne coûte pas très cher de faire en sorte qu'ils se réunissent et qu'ils discutent et qu'ils posent ensemble la problématique des négociations. Mais il y a une autre voie aussi. Ce que moi je ne comprends pas, c'est pourquoi toutes les organisations de la société civile se plient à ce cloisonnement sans rien en dire. Et pourquoi les associations au GIEC ne parlent que du GIEC? Sécurité alimentaire, non. La loi du marché, non. En dehors, oui. Mais dans la négociation, non. À la FAO, pourquoi, dès qu'il s'agit du climat, on dit « Ah non, ça c'est pas nous, c'est les autres ». Pourquoi les associations ne disent pas « Non ». La question du climat, elle est déterminante. Et précisément, c'est ça. Et en même temps, ça me permet de passer à... Mais bon, je ne suis pas plus malin que les autres non plus. Je ne peux pas... Si j'osais, je dirais c'est à vous de trouver des solutions. Moi, j'ai passé l'âge. C'est à vous de vous y mettre. Mais en matière de passage à votre deuxième question, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans, à quoi ça a servi? Bon, sans doute à rien. Sauf qu'un certain nombre de personnes dans le monde pensent un peu autrement, voilà, et que ces personnes dans le monde qui pensent autrement, ils font comme moi, ils parlent, ils écrivent, et que peut-être ils y sont pour quelque chose quand dans la presse, ici et là, on entend sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, démocratie alimentaire. Quand on entend toutes ces thématiques, il y a 10 ans, on ne les entendait pas. Aujourd'hui, on les entend. Je ne dis pas que c'est grâce à tout ça, mais en tout cas, c'est possible que ça y ait contribué. Mais c'est surtout que, pourquoi l'alimentation? Personnellement, l'alimentation en soi, le droit de l'alimentation, ça ne m'a jamais emballé. Enfin, je ne suis pas un fan du droit de l'alimentation, que je trouverais particulièrement passionnant et tout ça. Non. Pour moi, l'alimentation, c'est le résultat d'un ensemble de facteurs qui nous permettent de couvrir l'ensemble des grands problèmes du monde. La question du climat, parce que l'agriculture est l'une des premières responsables
du climat. La question de la biodiversité. Quand au Mexique, on passe de 250 variétés de maïs à 8, il y a quelque chose qui se passe. La question de la pauvreté. Non seulement la famine dans les pays pauvres, mais l'absence, la malnutrition et la sous-nutrition, y compris dans les pays riches. En France, c'est 14, les statistiques de l'INSEE en 2019, avant la Covid, c'est 14,7% de la population française, 33,1% des étudiants qui ne mangent pas comme leur corps exigerait qu'ils, non pas parce qu'ils font des choix stupides, ça peut arriver, même aux vieux, mais parce qu'ils n'ont pas un accès économique suffisant à un système d'alimentation. Donc ce n'est pas simplement une affaire de pays pauvres, c'est aussi dans les pays riches, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il faut si on veut changer la question alimentaire? Par exemple, si on voulait en droit changer la question de l'aliment, changer mon assiette. Il faut pouvoir avoir une politique foncière. Il faut dire, il y a des terres, il faut cultiver, des légumes, ceci, cela. Il faut avoir une politique environnementale. Si on veut manger sain, il faut produire sain. Il faut avoir une politique de commerce. Parce que si les produits ne sont pas répartis sur le territoire, accessibles sur le territoire, on est en pénurie pendant la Covid, vous vous souvenez. Alors ce n'était pas forcément les aliments, mais tout d'un coup il n'y avait plus de pâtes dans les rayons. Là en ce moment, peut-être ça revient un peu la moutarde, enfin, vous me direz c'est peut-être pas fondamental, mais on n'en trouvait plus. Bref, et tout le monde se met à dire les pénuries, à cause de la guerre, et pas que de la guerre, etc. Il faut une politique de propriété intellectuelle. La manière dont on brevette le vivant, qui est déterminant. Quand les États-Unis brevettent le riz basmati, brevet américain, brevet international. C'est-à-dire les Pakistanais et les Indiens de la région ne peuvent plus vendre le riz basmati. Il faut qu'ils changent le nom, ils n'ont plus le droit. Ou alors ils payent une redevance aux États-Unis, qui ont pris le riz, évidemment, là où eux le faisaient pousser. Et ils ont fini par, c'était en 2001, ils ont fini par aller aux États-Unis, les paysans, faire un sitting devant l'entreprise, son nom m'échappe, qui a fait ça, et finalement, l'entreprise a fait marche arrière. Elle a accepté de lâcher le brevet et maintenant, elle commercialise du prix Basmati ou du prix du riz Jasmati. Donc, elle a changé une lettre, puis comme nous, on ne regarde pas bien, pouf, on met dans notre chariot, on ne s'en rend pas compte, et puis en fait, ce n'est pas le bon riz qu'on a acheté. La propriété intellectuelle, ça ne devrait pas toucher aux vivants. Pour moi, quand on me dit comment on fait pour changer le monde avec le droit, moi je dis en un quart de page, j'arrive. En un quart de page, bon, l'OMC dans l'ONU, et on n'en parle plus. Deuxième règle, il est interdit à une personne de s'approprier un bien qui est nécessaire pour la vie d'autrui. Ça, c'est la règle. Parce que si je suis propriétaire d'un bien qui est nécessaire pour la vie d'autrui, alors c'est de l'esclavage. C'est une domination, ça me donne un pouvoir sur la vie de l'autre. Troisième règle, une personne morale, est-ce qu'il y a des enseignants ou des étudiants en droit des sociétés? Une personne morale ne peut avoir comme associé que des personnes physiques. Parce que vous savez, les personnes morales, elles ont les mêmes droits que les personnes physiques. Le droit au respect de la vie privée, le droit d'aller et de venir, alors le siège social, ça va, ça vient. Le droit au respect de la vie privée, on garde les informations, des choses comme ça. Elles ont, et la jurisprudence leur reconnaît les mêmes droits de l'homme, mêmes droits fondamentaux que les personnes physiques. Mais il y a une petite différence. Les personnes morales, elles ont le droit de se manger entre elles. Elles ont le droit d'être anthropophages, si je puis dire. Et quand elles mangent un autre,
une autre personne morale, elles peuvent en même temps s'approprier le capital, le patrimoine de l'autre. Ça s'appelle la fusion-absorption. Nous, on ne peut pas. On ne peut pas se manger entre nous, et même si on s'y mettait, ça ne nous donnerait pas le patrimoine de la personne qu'on mange. Alors que, et donc, si je vous demande qui est le propriétaire principal du groupe Nestlé, ou de, je ne sais pas qui, de Danone, de Monsanto, ou de Bayer, ou de personne ne sait, personne ne le connaît, c'est quelqu'un qui est dans les hautes sphères, on ne sait pas où, on ne sait pas qui. Et les personnes morales de ce type, elles sont anthropophages, elles ont une responsabilité limitée, pas nous. Nous, on a une responsabilité illimitée. Les personnes morales, elles ont une responsabilité limitée. Elles sont anonymes, pas nous. Nous, on a une pièce d'identité, on doit montrer à tout le monde, dès qu'on va quelque part, une pièce d'identité. Les sociétés anonymes, elles sont anonymes, c'est-à-dire que personne ne sait, ce n'est pas public, la liste des actionnaires. Elles ont une responsabilité, pas nous, et elles ont les mêmes droits. Alors, pas de monstre dont le patrimoine serait plus important que celui d'un pays, et pas d'anonymat au point de devenir une puissance en quelque sorte occulte, et par conséquent, une personne morale ne peut avoir comme associé que des personnes physiques. Et ça prend 2 lignes. Ça prend 2 lignes. Donc 2 plus 2 plus 2, ça fait 6 lignes. En 6 lignes, on change le monde. Que de lobby. Mais il faut peut-être attendre plusieurs générations pour y arriver. Quand même. Mais le chemin est là. Y a-t-il d'autres questions? Alors, oui. Oui, c'est toujours moi. Alors, vu que vous en aviez parlé, je vais rebondir également sur la question des personnes morales. Alors, je vais parler notamment des grands groupes, des sociétés ou des parts de sociétés. Et vous aviez eu une intervention en février 2021, notamment concernant une loi que le groupe avait. Attendez, je dois avoir la référence. Alors, c'est la loi que le groupe parlementaire LAREM avait proposée à l'Assemblée pour endiguer le phénomène d'appropriation ou d'accaparement des terres agricoles par les grands groupes, par les grandes sociétés. Et du coup, vous avez dit que cette loi, c'était, je ne peux pas reprendre vos propos puisque je ne les ai pas, mais vous avez dit que cette loi était une forme de passoire parce que l'objectif visé ne sera jamais atteint. Et du coup, je me suis toujours demandé, mais du coup, est-ce que vous aviez quelque chose de plus concret à proposer, une autre solution concrète à proposer par rapport à ce phénomène, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas jusqu'où je peux aller dans ma réponse, mais oui, il y avait un texte alternatif qui était proposé par un autre député. Au début, les députés de la loi qui a été adoptée et ceux de la loi qui n'a pas été, la proposition de loi qui n'a pas été adoptée travaillaient ensemble. Et puis, pour des raisons de lobby ou de X ou Y, les uns se sont séparés et ont fait une proposition de loi à eux, et il se trouve que c'est une proposition qui allait dans le sens de la majorité, alors que, comme d'habitude, celle à laquelle j'avais participé ne convenait qu'à la minorité. Et ce qui me permettait d'être d'accord, puisque en plus j'avais contribué à l'écrire. Et donc oui, il y a une proposition alternative avec des différences importantes. Dans la proposition de loi, dans la loi, ce qui est devenu la loi dite sans passe-tous, c'est le nom du député qui a porté un peu cette loi, on veut éviter les trop grosses concentrations de terre. Et donc, les concentrations de terre, ça se fait par l'achat de terre, ça se fait aussi par l'achat de parts sociales de sociétés qui sont propriétaires de terre. C'est plus difficile à voir. Et donc là, dans le texte, il s'agit d'apporter un contrôle sur les cessions de terre via des parts sociales. Et
on peut, ça ne veut pas dire qu'on empêche les achats par directs ou par l'intermédiaire de parts sociales. Ça veut dire qu'on contrôle en fonction d'un certain nombre d'objectifs qu'on se fixe. Et dans la loi qui a été adoptée, l'un des objectifs qui permet l'accroissement des exploitations, l'un des objectifs, c'est le développement économique et de l'emploi. Alors évidemment, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études pour savoir que si on passe de 100 hectares à 200 hectares, on développe économiquement et sans doute l'emploi. Donc au fond, toute extension satisfait le critère. Donc je ne vois pas comment après quelqu'un pourrait dire, ben non, ça satisfait le développement économique, bon, ça produit plus, il y a plus d'emplois, mais on l'interdit. Ben non, puisque précisément la loi l'autorise. Donc il y a une sorte de contre-condition, de contradiction entre la condition et l'objectif. Puis la deuxième chose, c'est que le contrôle, il est confié aux SAFER. Et comment une SAFER, qui est donc une personne morale, c'est une société anonyme, la SAFER, hein, c'est une société anonyme, comment elle peut savoir si un Chinois prend une part dans une société qui elle-même a une part dans une société qui elle-même a une part dans une société, et que ce Chinois a déjà 100 hectares et qu'il va passer à 200. Et comment on peut savoir qui est propriétaire de la terre française en Chine? On sait par expérience que le Bourgogne, pour l'essentiel, la terre est chez des étrangers, comme le Champs-Élysées, et comme, je ne sais pas, peut-être à Toulon, il y a aussi des quartiers où il y a... Et tout ça, c'est possible. Et encore, quand c'est un étranger qui habite dans une ville là à Toulon, c'est pas pareil que si c'est la société X qui possède une part dans la société Y, une dans la Z, et la Z qui fait je ne sais pas quoi dans la ville là, où là, plus personne ne sait à qui c'est. Et donc, ce qu'on voulait dans cette proposition de loi alternative, c'était premièrement mettre des critères stricts pour contrôler l'extension des exploitations, première chose, et donc pas des critères vagues, ça c'est bon pour le développement et pour l'emploi. Et puis deuxième, mais en revanche, par exemple, dans cette extension, est-ce qu'il y a une part possible de maraîchage ou de fruits pour les hôpitaux, les établissements de soins scolaires, de loisirs, les prisons, les étudiants du territoire. Bon, on peut faire ça. Si c'est pour ça, on peut regarder. Si c'est pour faire du maïs avec de l'eau d'irrigation dont on manque et pour l'exportation, là c'est moins intéressant. Et donc regardez l'objectif et dire extension pour faire ceci, oui, extension pour faire cela, non. Donc la première condition, c'était ça. La deuxième condition, c'était qu'il fallait pouvoir saisir les accaparements qui venaient de l'étranger. Et pour saisir les accaparements qui venaient de l'étranger, il fallait désanonymer les possessions de parts sociales, parce que quelqu'un qui se cache derrière des parts sociales, je ne peux pas savoir d'où il vient. Donc on avait, oui, des propositions. Il y a une proposition alternative. Elle a été publiée à l'Assemblée nationale. Hein, il y a une proposition numéro tant, voilà. Pascal Oudot, directeur du cercle, est un peu le maître des horloges. Là. Est-ce qu'on arrête la discussion temporairement maintenant et qu'on reprend Voilà. Dans une salle, on sera ici ou au cercle, c'est ça, au cercle. Oui, on va garder vos questions pour après. Hein. On arrête là alors. On va remercier infiniment. Ce sont des questions essentielles dans un monde.